Nouvelle. Bonjour Freddy, bienvenue. Excusez-nous pour... je sais qu'il y a un décollage horaire, donc ça ne doit pas être facile de se caler sur nos horaires. On ne pouvait pas le mettre plus tard un vendredi. Je ne pense pas qu'on aurait autant de participants. En Non, tout, non, c'est parfait, c'est parfait. en tout cas, bienvenue et merci d'être là. Donc, Freddy Lecu, Chief of Artificial Intelligence Scientist de Thales Canada et INRIA France. Donc, je te laisse te présenter plus en détail et puis donner ta présentation sur le rôle the role of domain knowledge in explainable machine learning. À toi la parole. Merci, merci. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Parfait, génial. Ok. Bah, merci, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir que je joins le workshop sur le sujet de certification en machine learning. Donc, effectivement, Freddy Lécu, moi, je suis basé à Montréal, au Canada, donc on a 6 heures de décalage. Donc, c'est pas si tard que ça chez moi. Là, j'avais quelques meetings à faire avant. Donc, c'est avec plaisir que je vous rejoins. Donc, je m'occupe de l'équipe machine learning à Thales en Amérique du Nord. On a un focus principalement machine learning, deep learning et méthodologie d'optimisation, mais aussi problématiques de certification et d'explicabilité en machine learning. On a impliqué, Grégory, vous avez entendu la présentation de Grégory ce matin, mais dans le projet DEAL sur l'antenne canadienne. Donc, DEAL est une antenne qui connecte l'écosystème français sur les problématiques de certification et d'explication. Et nous, à Thales Canada, on travaille aussi avec l'antenne québécoise. Et donc là, ce que je vais vous présenter, c'est un des axes de l'apprentissage automatique qu'on prend pour les problématiques d'explication. L'explicabilité, c'est un grand sujet. Enfin, si on veut construire des modèles avec des certifications sur des logiciels de type modèle d'apprentissage, il y a plein de sujets sensibles au niveau des données, au niveau des modèles, au niveau des algorithmes sous-jacents. J'essaie de vous donner quelques motivations du pourquoi Thales intéresse. Thales fait beaucoup de systèmes critiques. L'explicabilité est au cœur de ce qu'on doit faire. On a aussi un programme en France qui s'est lancé qui s'appelle Confiance IA qui touche à ces sujets d'explication, mais pas que, aussi les sujets de l'ingénierie de l'IA, les sujets de safety. Et hop, je passe au prochain slide. Donc voilà, donc application de système critique. Nous on travaille donc avec des experts maritimes. Donc par exemple ici vous avez des gens qui sont dans un sous-marin et qui essaient de détecter des mines de guerre mondiale qui ont été enfouies et qu'on essaye de supprimer. Il y a différentes technos qu'ils utilisent. Et si on veut utiliser, et on utilise de plus en plus du machine learning pour faire de la détection de cibles ou la détection justement de mines. Si on prend la décision justement de ne pas l'enlever parce qu'on pense que ce n'est pas une mine ou de l'enlever parce que c'en est une, il faut idéalement donner une justification et de dire voilà, on a passé sur cet élément-là parce que, et voici les éléments saillants, voici les éléments caractéristiques. Et en machine learning, il y a toutes les technologies de Salensimab qui vont mettre le focus sur certains pixels, par exemple. C'est des sujets qui sont très importants pour prendre une décision finale. La même chose, on travaille ici au Canada avec nos collègues à Toronto qui sont sur une roadmap de train autonome. Donc par train autonome, on entend train qui peut prendre des décisions de façon autonome ou avec une intervention humaine, mais avec prise de décision sur avec un support d'image caméra optique, mais aussi de type radar, de type lidar. Donc une fois qu'on équipe ces trains avec ces différents capteurs, si on décide d'utiliser du machine learning pour faire la détection d'animaux qui passent sur des rails ou de piétons à certains moments ou d'obstacles en cas d'éboulement par exemple, si on décide de donner l'instruction au train de s'arrêter ou de ne pas s'arrêter, donner des justifications qui vont faire qu'on va pouvoir valider. Alors ça peut être des choses qui peuvent être a posteriori en cas d'accident ou en cas de grande catastrophe, donc essayer d'expliquer pourquoi ça s'est passé.
et aussi, a priori, avant que ça se passe, de prendre la bonne décision pour essayer d'anticiper une catastrophe s'il y a catastrophe. Donc, on a aussi des contraintes d'embarquer. On a aussi d'autres applications où on utilise de l'apprentissage automatique pour faire la détection. Alors, il faut savoir, dans un avion, l'audio n'est pas du tout de bonne qualité. Donc, comment est-ce qu'on fait une bonne reconnaissance vocale? Comment est-ce qu'on peut faire des bonnes recommandations? Comment est-ce qu'on peut aussi faire toujours la détection d'éléments particuliers? Et là, la contrainte, c'est qu'on est dans l'embarqué. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer que ça peut fonctionner dans l'embarqué? Et donc, nous, comment on se positionne à Thales? Donc, l'un des axes, c'est le Trustable AI. Donc, comment est-ce qu'on peut rendre la confiance aux utilisateurs, que ce soit des clients ou que ce soit des scientifiques ou des ingénieurs, dans les modèles. Et donc, ça passe par différentes étapes, dont l'explication, dont aussi le fait d'assurer que les données restent privées à un certain degré, et aussi la validité. Donc là, je vais me focaliser sur l'explicabilité. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que l'angle dans lequel on l'attaque, c'est que on se dit que les modèles d'apprentissage font des choses extraordinaires. Bon, il y a quand même des limitations. Il y a quand même des limitations. Donc, par exemple, tout ce qui est dimension de robustesse, adaptation de domaine, comment est-ce qu'on fait évoluer un modèle sur le temps. Et, et en général, ils fonctionnent avec les données intrinsèques qui sont leurs données. Donc, si on fait de la détection d'objets ou de la segmentation sémantique, c'est principalement les images, les pixels et les labels qu'on leur donne. Et nous, on part de la supposition que nous, en tant qu'humains, quand on prend une décision, on ne prend pas forcément que les exemples qui ont été pris pour faire une bonne classification, pour faire un bon raisonnement de pourquoi le système aurait pu prendre cette décision, pourquoi nous, en tant qu'humains, on prend une décision. On a une connaissance métier. Alors, si c'est expert, on a une connaissance métier, ou si c'est plus général, c'est une connaissance, ce qu'on appelle du sens commun. Et cette information, elle ne viendra jamais des images ou des labels qu'on a sur ces images-là. Donc, en fait, ce qu'on essaye de se dire, c'est qu'il existe des graphes de sens commun. Bon, alors ça, c'est débattable sur la qualité de ces graphes. Hein. Ça peut être des choses comme des versions graphes de DBpedia qui sont en Wikipédia, il y a Wikidata, il y a des choses comme ConceptNet qui collent un peu le web et qui capturent des relations entités pour capturer des informations de graphes, et qui va capturer des relations entre objets qui existent dans le monde commun et qui ne sont pas forcément capturés ou représentés dans les images. On capture les objets, on les détecte, et souvent, on s'arrête là, mais on n'essaie pas de voir ce que va dériver la machine au niveau apprentissage. Est-ce que ça fait sens dans un contexte un peu plus large ou dans un contexte métier? Et en fait, on se positionne là en disant, dans beaucoup de contextes, on a une connaissance métier. C'est souvent articulé sous forme de graphes, ou qui articule les objets, qui connecte le fait que, par exemple, un train a un nombre maximum de locomotives ou un nombre maximum de wagons, et qui opère sur des rails, dans un environnement avec aucune obstruction, sur des rails, des choses comme ça. Donc, ça c'est des connaissances métiers qui sont définies, qui sont à valider, et qui sont, si vous voulez, au niveau certification, des choses à satisfaire pour pouvoir exécuter. Donc on se base sur cette base, et on essaie d'utiliser cette information pour valider ce que calculent les modèles de perception, comme les modèles de détection d'objets ou de segmentation sémantique. On peut aussi imaginer les graphes comme étant utiles pour ajouter un peu plus de sens sur les labels. Donc, si on fait de la classification, donc ce qui est l'apprentissage supervisé, où on a de l'information étiquetée sur les objets, plutôt que de donner un tag ou un label, c'est avoir des relations entre ces étiquettes. Donc, si on détecte un objet comme étant un arbre sur un rail, le fait qu'on sache qu'un arbre est supposé être droit dans un espace où il y a plusieurs arbres, et qu'il n'est pas censé être
proche des rails dans un cadre de safety pour les trains, bah, c'est des choses qui peuvent être utiles par la suite. Donc, on essaie de contextualiser les outputs et les labels. Et de même chose quand on regarde, autant quand on regarde la machine learning comme étant une boîte noire, on peut aussi se creuser à l'intérieur et se dire bah, qu'est-ce qui se passe au niveau neuronal. Donc, si on prend des architectures neuronales avec des couches de layers et des neurones, il y a beaucoup de travaux qui se font maintenant. Alors je vais citer les travaux d'OpenAI, les travaux de MIT, de Stanford, qui, eux, vont se focaliser dans les neurones et vont essayer de capturer une visualisation de ce que capture des neurones. Donc, il est déjà connu qu'effectivement, plus on se raccouche des têtes de classification dans les réseaux de neurones, et plus les objets reconnus ou les activations des neurones sont sur des patterns très spécifiques. Par exemple, sur détection d'objets de type animaux, on va détecter des pattes, ou sur des zèbres, ça va être la texture. Et plus on se rapproche des têtes de classification, plus on se rapproche sur des patterns qui, nous, en termes d'êtres humains, nous parlent. Et donc, ça existe. Bon, ça fait plusieurs années que des gens travaillent dessus. Et les gens d'OpenAI, eux, essaient de visualiser vraiment au niveau neurone qu'est-ce qui est capturé et pourquoi certains neurones s'activent. Donc, il y a des API qui s'appellent Lucid, par exemple, qui a été développé initialement par Google, qui permettent de faire cette visualisation, et qui font une sorte d'approximation, d'activation en fonction des images qui sont processées, des objets. Aussi des travaux de Stanford et MIT qui, eux, plutôt que d'ajouter une visualisation en neurones, vont vous ajouter un texte ou une annotation. Donc, quand on fait de la classification d'images ou de la segmentation sémantique, on sait les objets qui sont capturés dans les images. Et en fonction de l'activation des différents neurones, on va pondérer les différents neurones avec ces labels, et on peut définir sémantiquement, c'est semi-sémantique parce que c'est toujours des labels, à quoi représentent certains neurones et dans quel contexte ils peuvent s'activer. Donc là, c'est un exemple donc des travaux qui ont été présentés à NeurIPS en décembre dernier, justement sur le fait de… donc, si vous voyez les derniers layers des réseaux de neurones, donc c'est soit du ResNet 18 à LexNet ou ResNet 50 ou DesNet, et vous avez la table de classification à la fin avec la classification. Donc, par exemple, si je prends la partie de gauche, il y a Swimming Hole, et vous voyez, il y a une image avec effectivement une sorte de réservoir d'eau. Et ce qui se passe, c'est juste avant, bah, il y a les neurones qui vont activer. Et leur objectif, c'est d'annoter avec les labels qui activent le plus ces neurones. Donc, par exemple, le label 483 est labellisé comme étant Water or Weaver or Not Blue. Et de façon intéressante, pour valider qu'effectivement ça capture bien ce type de sémantique, ils ont essayé de modifier en fonction de la couleur. Donc, par exemple, ici, la couleur Not Blue. Ici, qu'est-ce qui se passe s'ils rajoutent Blue? On se voit qu'en fait, la classification, elle change au final. Donc ça donne des indicateurs de OK, comment est-ce qu'on pourrait manipuler un réseau de neurones, ou qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, et comment est-ce qu'on peut comprendre le cheminement. C'est un peu compliqué parce que là, on parle vraiment du dernier layer. Un réseau de neurones, c'est un enchaînement de layers avec du pooling, du max pooling, des activations non linéaires. Donc, c'est compliqué. Mais si on prend certains layers, on peut ajouter sémantiquement un peu d'informations. Et ils ont fait le même type d'exercice en rajoutant des objets. Donc, par exemple, si je prends l'exemple d'en bas à gauche, où vous avez on détecte que c'est une clean room, c'est une voie, une pièce propre, et rajoute un igloo, et bon, effectivement, avec ResNet 50, ça change complètement le label, et ça le transforme en igloo, et en AlexNet aussi, ça le change aussi. Donc ça, bon, c'est pas forcément robuste en termes d'approche, mais ça donne des informations assez intéressantes de comment est-ce qu'on pourrait manipuler un réseau de neurones et comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je vais un peu accélérer. Donc, voilà, on peut modifier
essayer d'augmenter ce qui se passe à l'intérieur des réseaux de neurones. Et mon équipe travaille sur ces sujets-là, mais à un niveau sémantique un peu plus élevé. Et pareil, sémantiquement, on peut essayer quand on fait par exemple du captioning sur de l'image, avoir différents types de descriptions. Et plutôt qu'avoir du texte pur, essayer d'avoir des données de type graph qui permettent de contextualiser l'information et d'à la volée changer la description en fonction de qui demande l'information pour pouvoir s'adapter si on décrit l'image à quelqu'un qui est un enfant de 6-7 ans ou un expert qui a 20 ans d'expérience. Cette image-là, elle ne sera pas décrite de la même façon. Et si on a un graphe qui permet de connecter ces informations, si on a ce domaine, cette expertise de domaine, peut-être que ça peut servir. Ça, j'ai passé là aussi. Donc, je vais passer sur un exemple de comment ça se passe actuellement et comment est-ce que nous, on essaie de résoudre cette problématique-là. Donc, bon, exemple exagéré, hein, c'est pas tous les jours ce cas d'application où on a un obstacle énorme qui se retrouve sur les rails. Mais voilà, c'est juste pour donner illustration ce que ça peut donner. Donc, on a un obstacle sur une rail, on a un train qui va arriver, il doit prendre une décision, et la décision doit être explicable. Donc, si j'utilise les réseaux de neurones classiques, donc l'architecture classique, on ne change rien, on ne modifie rien, on ne fait même pas de fine-tuning. Voilà ce qu'on obtient en prédiction. On obtient du lumber mill. Donc, vous voyez, c'est les bouts de bois là qui dépassent. Et lumber mill, c'est les usines où on découpe les bouts de bois. Donc, en fait, ils pensent que c'est un endroit où il y a où il y a une usine où il y a des bouts de bois qui sont découpés, tout simplement parce qu'ils découpent les bouts de bois ici. Enfin, encore une fois, c'est l'interprétation humaine qu'on en fait. Et derrière, il n'y a pas du tout cette interprétation machine qui est faite. Et il trouve effectivement le gros caillou, il trouve les rails, mais quand on fait de la détection d'objets, il y a un seuil sur lequel on ne monte pas tous les objets, parce que sinon on se retrouvera avec une cinquantaine d'objets et difficile à comprendre et à faire sens. Donc voilà ce qui se passe. Donc ce qu'on peut interpréter là-dessus, c'est que il ne nous retourne pas forcément l'information qu'on aurait besoin pour prendre une décision. L'information, on veut qu'en fait Boulder il soit beaucoup plus élevé et que dise effectivement là il y a un obstacle sur le rail et qu'on soit contextualisé. Et malheureusement là il passe à côté de la plaque. Et vous pouvez dire on fait du fine tuning. Effectivement, on le fait plus sur la détection d'obstacles particuliers. Et effectivement, ça fonctionne. On l'a fait, ça fonctionne. Mais l'objectif, c'est d'essayer de modifier au minimum l'architecture en disant les modèles sont ce qu'ils sont et on essaie de les améliorer a posteriori avec de l'information domaine. Donc voilà, si j'utilise les approches d'explicabilité, vu qu'on était sur une fausse prédiction, on se retrouve sur une explication avec des cartes saillantes sur des bouts de bois. Et voilà, là, il a bon, parce qu'effectivement, il capture le bout de bois. Donc là, en rouge, on voit la light map sur l'élément en particulier. Après, bon, il y a différentes approches. Il y a une bonne vingtaine d'approches de Salency Map, que ce soit des GradCam ou des smooth grad ou des Shapley values aussi qui permettent d'utiliser les techniques d'identification de pixels, de super pixels qui sont représentatifs. Encore une autre approche. Et malheureusement, c'est pas utile parce qu'on calcule, enfin, on dérive une explication sur une mauvaise prédiction et donc ça dessert l'objectif principal. Donc, si on essaie de reculer, on fait un step back et on essaie de comprendre ce qui se passe. Et simplement, nous, en tant qu'humains, on prend le lumber mill, ok, qu'est-ce que c'est, quelle est la description. Et comme je vous disais, si vous êtes dans Wikipédia, lumber mill, c'est une facility où il y a des logs qui sont cutting lumbers. Bon, c'est ces éléments-là. Encore une fois, la machine, elle n'a pas dit je cherche des cuts into lumbers. Il se trouve que dans lumber mills, il y a beaucoup de ces éléments longs qui sont représentés, donc forcément, c'est les éléments qui sont représentatifs. Donc, qu'est-ce qui manque pour qu'on ait juste qu'on ait la bonne prédiction et qu'on ait une bonne explication? En fait, c'est le contexte. Le contexte, en fait, le fait que l'Umbemil, il y en ait un ou deux et qu'il n'y ait rien d'autre autour, et qu'il y ait un obstacle, qu'il y ait un tunnel, qu'il y ait des rails. En tant qu'humain, quand on fait un minimum de raisonnement, on se dit que ce n'est pas l'élément à aller capturer pour faire de la détection, et l'explication d'obstacles. Donc, voilà, il y a plein d'éléments qui sont capturés, il y a des objets qui sont capturés,
et simplement se dire, est-ce que ces éléments tous ensemble font sens dans un contexte? Et donc, l'objectif qu'on se donne, c'est on récupère les objets donnés par le modèle de classification, de détection d'objets, et on essaie de voir si on peut trouver un sous-graphe dans un graphe de domaine, d'experts, de domaines spécialisés ou assez généralistes. Et est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui va nous les connecter ensemble de façon plus ou moins pertinente? Et de façon plus ou moins pertinente, il faut juste le comprendre par chemin entre différents concepts capturés. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de positionner de ce qu'on voit à gauche à ce qu'on voit en bas à droite, et avec une description textuelle donc, qui nous dit effectivement, cet objet, c'est un boulder. Au lieu d'avoir un 9%, on a un 80%. Au lieu d'avoir le qui était ici, on ne l'a plus parce qu'il est plus pertinent avec le contexte. Et on a le railway et le tunnel. Et en fait, en prenant une partie du graphe, les différents objets, si on essaie de couvrir un sous-graphe ou une sous-partie d'un graphe large, encore une fois, ça peut être un graphe de domaine de connaissance, plus ou moins bruité, hein, encore à voir et à vérifier, ou alors un graphe de domaine. L'idée, c'est de reconstruire ce graphe et de qualifier, de quantifier le graphe en tant que tel. Et si ce graphe capture des éléments, on essaie de capturer une partie couvrante du maximum nombre de concepts, de façon à ce qu'on va pouvoir booster les différents poids sur les différents résultats de détection d'objets. Et donc, on le fait ça a posteriori. Donc, le score que vous voyez à gauche vont être modifiés par les scores qui vont être à droite. Donc, il y a différents types de métriques qu'on peut utiliser. On a testé différents éléments en fonction de la distance entre concepts dans le graphe, de la co-occurrence dans différents graphes construits. Donc, on construit différents graphes avec différentes formes. On fait du sampling de graphes. Donc, il y a différentes approches qui peuvent être utilisées. Et donc voilà, donc nous, ce qu'on a construit, c'est une plateforme, enfin un système qui permet en temps réel de capturer les images et les différents objets, et de retransformer la pondération des objets qui ont été détectés et de les contextualiser dans le graphe, de façon à ce que ça puisse donner une justification. Alors, ce n'est pas une justification de pourquoi le réseau de neurones a fait cette classification, parce que là, c'est complètement modifié. On est vraiment dans un modèle hybride où on va joindre un modèle d'apprentissage et une partie graphe où on calcule des chemins dans des graphes, on fait du subsampling de graphes, et comment est-ce qu'on va combiner le tout pour récupérer une explication. Donc, l'explication, elle n'est pas l'explication du comment l'apprentissage fonctionne, mais comment est-ce que on l'interprète une fois avoir contextualisé ces éléments d'objets dans un contexte graphe. Vraiment le comprendre comme ça, et pas sur on explique le modèle d'apprentissage tel quel. On explique le modèle d'apprentissage quand les objets détectés sont contextualisés dans un graphe. Et si vous changez ce graphe, l'explication change. Donc ça, c'est super important à capturer. Donc, on a des publications, on a déposé un brevet sur le sujet. Les slides vont être à disposition, donc si vous voulez parcourir plus en détail, n'hésitez pas. C'est aussi des travaux qu'on a fait jointement avec des gens de l'université d'Édimbourg et d'Oxford, qu'on a présenté à Ishkai ou à Kehar l'année dernière. Et donc voilà, donc ça donne une visibilité de comment est-ce qu'on essaie d'adresser le système. Notre supposition, je reviens sur la précédente, notre supposition, c'est vraiment que les données en tant que telles à l'état brut et l'architecture en tant que telle appliquée sur ces données, on n'a pas forcément toute l'information pour faire une explication. Et pour nous, l'explication, ce n'est pas forcément que l'explication sur comment le modèle a rendu sa décision, c'est une explication contextualisée en fonction d'un domaine. Et donc ça, c'est très important pour nous parce que c'est ce qui nous permet de valider dans des environnements très critiques. Et
Et si on ne fait que de l'explication sur le modèle d'apprentissage pur, bon, c'est très important parce que ça permet de débugger, ça permet de récupérer pour voir s'il y a des biais, de voir les erreurs, mais on se retrouve toujours sujet à des problématiques sur les données, sur du surapprentissage, sur des problèmes d'adaptation de domaine, alors que là, en contextualisant, on met la faute, entre guillemets, sur le graphe, donc, et c'est plus facilement modifiable que la partie réseau de neurones où bon, on peut toujours effectivement rajouter des données, faire du rentraînement, mais côté ingénierie en IA, c'est très très coûteux après de réadapter, de modifier. Et le fine-tuning qu'on va refaire, il va souvent falloir le faire 1, 2, 3 fois. Alors que la partie graphe, la partie métier, elle est plus facilement modifiable et modélisable. Alors, je fais juste une pause 2 secondes parce que j'ai un truc dans le Q&A. Ok, je pense que je répondrai à la fin, Thomas. Je reviendrai sur la question. Oups. Ok. J'ai pratiquement déjà terminé, mais je reviens à ta question, Thomas. Je reviens sur le slide. Oups. Oui, mais on fera les questions à la fin, il n'y a pas de souci. Ok, merci. J'essaie de reprendre la main. Ouais. Écosystème, alors juste rapidement pour donner un peu, ça a été mentionné dans le cadre de Deal, il y a l'antenne canadienne, il y a l'antenne française, on est aussi impliqué avec Confiance IA qui a des problématiques, qui adresse des problématiques de certification. On travaille sur un pendant aussi canadien sur ces sujets-là. Il y a le AI4U qui est un projet européen qui touche aussi à ces éléments-là, qui sont peut-être plus, que vous connaissez peut-être plus, vu que c'est plus du côté Europe. Donc, ouais, voilà, je voulais passer un peu de temps sur l'écosystème. Donc, voilà, ça fait le tour de ce que je voulais présenter. Alors, en termes d'explicabilité, bon, certification, c'est compliqué. C'est un sujet délicat. Ça implique vraiment de couvrir tous les corner cases. Et quand on touche au machine learning et qu'on fait si on veut faire de la certification en apprentissage, il y a plein de conditions, il y a plein de points d'interrogation sur les données. Et une des avenues, c'est vraiment essayer de trouver comment est-ce qu'on peut ajouter des pages d'ingénierie qui vont permettre de valider avec d'autres flux de données ou des règles plutôt métiers pour la validation. Et souvent, les modèles d'apprentissage déployés sur ces systèmes critiques en temps réel, il faut voir l'apprentissage pas comme étant l'objet qui va rendre la fonctionnalité. C'est un sous-élément qui est bétonné, mais vraiment de A à Z pour fonctionner sur certaines caractéristiques. Et autour, il y a plein d'éléments qui vont composer, qui vont valider, qui vont vérifier qu'on n'est pas qu'on se retrouve pas dans une zone d'ombre. On se retrouve pas dans une zone d'ombre. Donc je vais revenir. J'ai deux questions. Je sais pas. Ok. Oui, Tu donc fasses, en fait, on donne la parole aux vous donnez personnes. la parole pour les questions. D'accord. S'ils arrivent à se connecter, on préfère qu'ils le posent en direct, s'ils ont envie, évidemment. Donc, si Thomas a envie, il peut commencer. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, très bien, merci. Alors, c'était une question par rapport au graphe sémantique. Je l'ai vu passer rapidement sur l'image et j'ai vu qu'il y avait des labels, je pense des labels d'arc à confirmer, par exemple entre le rocher et le tunnel. Le rocher obstrue le tunnel. Et je me demandais si cette annotation de la relation, l'obstruction en l'occurrence, faisait partie du modèle de détection de vision. Et si oui, comment est-ce qu'elle était codée? Est-ce que c'est le recouvrement des régions, des bounding box par exemple? Ou alors est-ce qu'on s'intéresse simplement à la co-occurrence comme relation entre les objets? Non, alors on fait les éléments classiques en langage naturel. Donc on récupère les labels qui sont récupérés, on lémetise l'information et on essaye de récupérer donc obstruction. Obstruction, il est pas dans le label. On a les objets comme boulders, on a les objets comme rail track, comme train.
obstacle a été rajouté pour contextualiser les types d'obstacles qu'on peut retrouver. Obstruction a été aussi ajoutée et donc après on a fait l'exercice de lemmatisation pour récupérer les différentes formes de relations de ce type-là ou qui varient et les ajouter au graphe. Donc il y a effectivement un exercice qui est on récupère les labels, on a un objectif métier qui est la détection d'obstacles, et à partir de ces labels, on récupère le graphe couvrant et on ajoute des éléments qui vont pouvoir permettre de rendre l'interprétation faisable. Parce qu'effectivement, si on ne joute pas le fait que Boulder, ça peut être un obstacle. En fait, ici, l'objectif, c'est de détecter des obstacles. Donc, si on n'ajoute pas la famille d'obstacles, on va perdre en objectif d'expliquer quoi exactement. Donc, on étend ce graphe avec d'autres éléments. Donc, la plus grande partie, le 90%, est fait automatiquement. Et il y a un 10% d'ajout manuel d'éléments pertinents par rapport à la tâche d'explication. Donc, par exemple, si vous me dites, je vais faire de l'explication sur un élément, alors ça peut être de la détection d'obstacles ou autre chose, mais il faut construire le graphe en conséquence pour valider, pour avoir quelque chose qui soit réutilisable. D'accord. Et en termes de vision, du coup, sur l'image, comment est-ce qu'on sait qu'il y a une obstruction et pas juste un rocher à côté sur le bas-côté, par exemple? L'obstruction, effectivement, il pourrait être sur le là, il n'est pas détecté comme étant obstruction. On détecte le fait que des boulders, enfin, des obstacles obstruent des éléments de passage, mais le fait que tu détectes l'objet alors, il pourrait être légèrement à côté, mais là, dans ce cadre-là, la partie image ne va pas capturer que c'est un objet obstruant le rail. Là, ça, c'est pas détecté par le modèle. D'accord, c'est très clair, ouais. Merci beaucoup. Merci. Donc, maintenant, si Marwan a envie d'intervenir. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Bonsoir à tous, merci infiniment pour toutes les présentations de cet après-midi qui étaient vraiment éclairantes sur la question. Et du coup, je voulais poser une question, donc pas propre au dernier exposé, mais une question un peu générale, une question limite philosophique, sur comment est-ce que vous définiriez l'explicabilité ou une explication qui serait utile pour la certification, mais cette fois de manière un peu plus haut niveau. Par là, je m'explique. Donc, en lisant un peu la littérature et en assistant à vos présentations, j'ai un peu l'impression que on va avoir des méthodes qui vont permettre d'expliquer et on va considérer que ces explications sont des explications. Je ne sais pas si je suis clair, mais comment est-ce qu'on pourrait définir, donc sans se baser sur des modèles, sans se baser sur des méthodes, en sortant même un peu plus du cadre de l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on pourrait définir une explication pour un système critique et surtout une explication utile, en oubliant les réseaux de neurones, des couches, etc. J'aurais été friand de votre avis là-dessus. Je peux commencer. Alors effectivement, c'est bien que tu poses la question parce que souvent l'explication, alors elle peut être utilisée par deux personnes, par la personne qui va débugger les systèmes, qui veut l'améliorer, et donc c'est beaucoup dans le communauté machine learning, c'est beaucoup fait. Mais nous, là où on s'axe, c'est l'expliquer à des business experts qui, eux, n'ont aucune connaissance du modèle et peu importe la technique que tu utilises et quel modèle tu utilises, si c'est des modèles à réseau de neurones ou autres. Et l'explication qu'ils veulent, c'est en fait être convaincu que le système fournit une bonne décision. Et côté explication, tu peux le donner de différentes façons. Une des façons qui parle souvent aux utilisateurs lambda, c'est l'explication par l'exemple.
où on va dire, bon, bah, là, on détecte ça, on identifie cet objet comme étant, je sais pas, une voiture, un camion de pompier, et il va te donner d'autres exemples de camions de pompier en disant, bah, c'est tous les exemples qu'on a et ça te donne une validation. Et dans certains cas, tu vas te retrouver où il va être complètement à côté de la plaque et il va dire, bah, effectivement, là, il a complètement faux et donc tu ne peux pas la réutiliser. Après, l'autre élément, c'est plutôt l'explication sur bah, qu'est-ce qui caractérise sur ces objets le fait que ce soit bah, un camion de pompier ou que ce soit un obstacle, qu'est-ce qu'il caractérise comme étant. Alors là, dans mon exemple de l'obstacle, ce qu'il caractérise, c'est qu'il y a des éléments qui touchent le rail et qui a déformé le rail. Donc, si par exemple, et on n'est pas à ce niveau-là, en termes d'explication, on essaie de le contextualiser, mais tu pourrais, les gens demandent, et c'est ce qu'ils demandent, qu'est-ce qui fait que ça a été classifié de cette façon ou pas. Un autre élément d'explication, c'est qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas cette caractéristique. Donc, par exemple, dans l'exemple de l'obstacle, bah, l'utilisateur pourrait, il pourrait challenger le système en disant, imaginons, comme disait Thomas, imaginons l'obstacle, il est à côté, et le système, il dit, c'est un obstacle, bon, c'est un obstacle qui peut entraver la route, mais pas forcément pour, ici, pas forcément pour le train, pour le train, oui, mais pas forcément pour un piéton ou pour une personne. Et donc, et le truc, c'est qu'est-ce qui ferait que ça serait un obstacle pour une personne qui veut passer à travers le tunnel ou qu'est-ce qui ferait que ça c'est un obstacle pour un train. Et là, le train, c'est effectivement les éléments qui déforment le rail. Donc, au côté visuel, c'est vraiment les éléments qui font que ça a un impact sur le résultat de classification. Et donc, c'est ce que je pourrais répondre. Et peut-être encore juste pour rajouter par rapport à ce que j'avais dit, ce qui convainc l'utilisateur, c'est ce qui lui permet de faire, de faire confiance et de se dire, pas forcément comprendre le raisonnement du système, mais d'avoir des éléments qui permettent de justifier. En fait, quand on donne une explication, en général, on essaie de convaincre une personne. Donc, en fait, il faut trouver les arguments qui vont le convaincre qu'effectivement, le système fait la bonne chose dans un contexte particulier. Et donc, qu'est-ce que sont ces éléments? Et quand on fait la certification, on vérifie plein de règles, il y a plein de statements qui fait que ce système peut être déployé dans un avion. Et il faut qu'il soit certifié pour fonctionner dans ce contexte et ce scénario exactement comme cela. Et donc, avoir une liste de ces règles qui fait qu'on peut le valider, qu'il retourne toujours les mêmes types d'explications pour ces contextes-là et d'utiliser pour valider le passage en certification. Mais la certification, c'est au-delà de l'apprentissage. Il y a plein de briques technologiques qui se lient autour. Voilà, c'est ce que je peux ajouter de mon côté. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, juste... donc, peut-être les autres intervenants veulent ajouter quelque chose. Ouais, peut-être juste un élément de réponse supplémentaire, peut-être. Je pense on peut l'envisager à plein de niveaux. Si vraiment on s'adresse à la certification en soi, l'usage de l'explicabilité, de l'explication dans la certification, à mon avis, peut être à plusieurs niveaux. Il y a déjà un niveau qui est au sein des process de développement, comme une espèce de capacité de débugger finalement, de venir, voilà, on fait du testing, on identifie qu'il y a des moments où ça se passe bizarrement ou pas très bien, voilà, on applique des méthodes d'explicabilité qui nous permettent d'identifier peut-être des clusters de choses où ça se passe mal, de data où ça se passe mal. L'explicabilité nous permet d'identifier le pourquoi ça s'est mal passé. Peut-être qu'on identifie des biais. Derrière, on applique une méthode de correction des biais. On regarde un petit peu. Voilà. Donc, il y a tout un process de débugage comme ça au niveau et l'outil d'explicabilité, finalement, il est dans les mains du développeur. Et ça va permettre, in fine, de justifier la qualité d'un process de développement parce qu'on aura appliqué les bonnes méthodes d'explicabilité au bon moment et on aura comme ça garanti une forme de débugage, entre guillemets, de l'algorithme. Ça peut être une façon de l'utiliser et donc ça peut être inscrit d'une certaine façon dans les process. Le deuxième aspect, il est plutôt au niveau peut-être de
de la certifiabilité en soi, c'est-à-dire, mais là du coup, c'est plus une explicabilité un peu globale, une notion de transparence des algorithmes. C'est-à-dire, si on est capable de garantir que les algorithmes sont interprétables au sens large, c'est-à-dire indépendamment des datas qu'on traite, mais en général sur l'ensemble de la distribution sur laquelle on a développé l'algorithme, ça veut dire qu'on va être capable d'associer des éléments, des nœuds du réseau avec certaines décisions, et donc on va mieux stabiliser le réseau, mieux tracer les lignes de code qui vont répondre à tel ou tel spec, et ça peut être aussi un élément de décision au niveau de la certification. En tout cas, quoi qu'il en soit, où que soit utilisée l'explicabilité, il faut qu'on s'astreigne à mesurer la qualité de l'explication. Et il y a un certain nombre de critères, je l'ai dit tout à l'heure au travers d'une question qui avait été posée sur la robustesse des explications. Il y a un certain nombre de critères qui existent dans la littérature pour dire ce qu'est une bonne explication. Et je pense que ça, on n'y coupera pas, parce qu'il faut qu'une explication elle soit stable, elle soit consistante, elle a un certain nombre de bonnes propriétés pour que derrière, elle puisse être utilisée dans la certif. Ouais, juste un point, parce qu'on n'en a pas parlé, alors que je crois que c'était vraiment l'idée initiale de l'EASA sur l'explicabilité, c'était l'explicabilité pour l'opérateur. Quand l'opérateur est en interaction avec un système, avec du machine learning ou de l'IA, que l'opérateur puisse comprendre ou au moins être confiant que le système donne une réponse qui n'est pas déconnante. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une définition. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je ne travaille pas trop dessus, donc, mais je ne connais pas de définition claire. Et je réponds à la question qui a été posée sur c'est quoi une explication. Oui, je crois que globalement, ça se cherche de toute façon. Il n'y a pas de réponse absolue pour l'instant. Mais est-ce qu'il n'y a pas des notions différentes selon à qui s'adresse l'explicabilité, quoi? Ah si, complètement. C'est exactement c'est pour ça qu'on parlait de l'explicabilité pour celui qui construit le modèle, l'explicabilité pour l'autorité de certif, qu'elle puisse être confiante, et l'explicabilité pour l'utilisateur, enfin pour l'opérateur, celui qui va être en interaction avec le système en opération. Et il y a peut-être encore d'autres. J'ai l'impression qu'on a commencé déjà la discussion ouverte, donc appelons-le ainsi, vu que c'est déjà lancé. Et je vois que Yannick a déjà commencé à animer le débat, donc je te laisse la parole. Comme ça, on remercie.